Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la valorisation des effluents d'élevage. C'est un vaste sujet, ça n'a pas été facile d'essayer de le résumer en cette petite demi-heure, mais l'objectif que je me suis donné pour cette intervention de ce matin a été surtout celui d'analyser avec vous les différentes typologies d'effluents d'élevage dans l'objectif vraiment d'optimiser leur valorisation au champ en fonction de ces objectifs. La présentation va se dérouler de la façon suivante. Une première partie, une introduction sur la fonction des effluents d'élevage sur la fertilité du sol. Ensuite, on regardera plus de près les différentes typologies et leurs caractéristiques. Pour terminer avec un petit point sur les leviers qu'on peut mettre en place pour éviter le gaspillage des éléments nutritifs et donc les pertes pendant les différentes phases de transformation des effluents d'élevage sur la ferme. Alors, avant de commencer, Benoît, est-ce que tu veux bien lancer le sondage? C'est juste des petites questions pour voir, c'est un peu un petit jeu pour voir où vous en êtes par rapport à vos connaissances sur les qualités fertilisantes des effluents d'élevage. Alors effectivement, juste en 10 secondes, je mets le sondage en ligne et puis vous pouvez répondre au sondage. Vous avez aussi l'onglet sondage à côté de questions et du chat. Voilà, je lance le sondage. OK. Donc, les effluents d'élevage et la fertilité du sol. Le concept de fertilité du sol, la fertilité du sol en général, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et normalement, on a l'habitude de la voir sous différents angles justement pour essayer de saisir la complexité du phénomène. On peut la voir sous l'angle de la fertilité chimique, donc de la possibilité, de la capacité de mettre les éléments nutritifs à disposition des cultures en place. On peut la voir sous l'angle de la fertilité biologique, c'est-à-dire la quantité, la diversité des espèces d'organismes vivants qui sont dans le sol et qui participent au cycle géobiochimique des éléments nutritifs dans le sol. Et la fertilité physique, c'est-à-dire une bonne structure, c'est-à-dire un bon équilibre entre plein et vide qui permet de garantir un bon flux d'air, une bonne circulation d'air et d'eau dans le sol. Évidemment, ces trois sortes de fertilité qui constituent en fait la fertilité du sol sont très, très étroitement liées entre elles. Et je vous parle de ça. Gardez bien en tête ce schéma parce que je vais revenir sur ce schéma assez souvent dans la présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les apports d'effluents d'élevage vont jouer sur les trois volets. Sur la fertilité chimique, parce que par minéralisation, les effluents d'élevage apportent des éléments nutritifs. Sur les fertilités biologiques, parce que les effluents d'élevage, c'est de la matière organique et c'est la nourriture pour la vie du sol. Et sur la fertilité physique, parce qu'on sait très bien que la matière organique contribue de façon importante à améliorer la structure du sol. Quand on amène au sol un effluent d'élevage en général, là, je vais me concentrer beaucoup sur la partie azote. On regardera potasse et phosphore plus tard. L'azote se trouve dans un effluent d'élevage sous différentes formes. Tout d'abord, on aura une partie qui est déjà minérale, ça veut dire directement disponible pour les cultures, et une partie qui se trouve sous forme organique. L'azote minéral dans les effluents d'élevage se trouve très souvent sous forme ammoniacale. On va voir après pourquoi c'est important. La partie organique, on peut la classer encore en différentes sous-parties. Il y a une partie de l'azote qui sera minéralisée plus ou moins rapidement après l'épandage. Une partie de l'azote qui, après épandage, sera plutôt immobilisée dans la matière organique du sol, va faire partie du stock d'humus du sol après épandage. Et une partie qui est déjà sous forme humifiée et donc qui ne sera pas très disponible pour les cultures en place ni pour les suivantes. Les deux formes, l'azote minéral et l'azote qui sera minéralisé, vont avoir un effet court terme sur la culture en place ou sur la suivante. Tandis que cette partie qui va rentrer dans le pool de matière organique du sol n'est pas perdue, évidemment, mais elle va plutôt avoir un effet long terme. L'azote, vous vous rappelez le schéma qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, l'azote ammoniacal, l'azote qui est déjà minéral, va contribuer au côté à l'aspect fertilité chimique du sol. Tout ce qui va être humifié va participer à l'aspect fertilité physique du sol, structure du sol.
Et la partie qui sera minéralisée, elle est minéralisée justement parce qu'elle est digérée par la vie du sol et donc elle va contribuer à la partie fertilité biologique du sol. Évidemment, après ce passage, on va arriver plutôt du côté fertilité chimique ou du côté fertilité physique, ça dépend. Et on va voir après à quoi ça tient. Maintenant, on va arriver au point, disons, le plus important, les différentes typologies d'effluents d'élevage et leur effet fertilisant. Là, on trouve la réponse, en fait, dans ce schéma, dans ce diagramme, on trouve la réponse aux questions qui ont été posées. Nous avons là les différentes formes d'effluents d'élevage, au moins les plus fréquentes dans les fermes. En vert, c'est l'azote minéral, la proportion d'azote minéral sur la totalité de l'azote présent dans l'effluent. En jaune, c'est l'azote qui sera mis à disposition à court terme. Et en marron, c'est l'ensemble de l'azote qui sera bloqué de la matière organique après épandage ou alors qui est déjà sous forme humifiée au moment de l'épandage. Alors, les premiers, ce sont des lisiers de différentes origines. On voit tout de suite qu'il y a une grosse majorité de l'azote qui se trouve déjà sous forme minérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont avoir ces produits un effet surtout sur la fertilité chimique. Très peu qui sera minéralisé, donc ce ne sont pas des produits qui vont avoir une efficacité en tant que booster de la vie du sol. Et concernant le compostage, la partie stabilité du sol, on voit bien que la composante humus est assez réduite. Donc, ce n'est pas avec ces produits-là qu'on va remonter le taux de matière organique dans le sol. Ensuite, on a les fumées non compostés. On voit tout de suite que la partie minérale est beaucoup plus réduite par rapport au lisier. On a une augmentation de la partie qui va être immobilisée, qui va rentrer dans la matière organique du sol. Mais ces produits sont surtout intéressants pour la partie activation de la vie du sol. C'est de la matière organique fraîche qui n'a pas encore été transformée. C'est vraiment la nourriture par excellence pour la vie du sol. Et pour terminer, on a les composts de bovins. Là, on voit la disparition totale, ou presque totale, de la partie minérale. Donc, il n'y a pas d'effet fertilité directe sur la culture suivante. Il y a surtout une grosse composante matière organique stabilisée qui va agir sur la fertilité physique du sol. Autre chose importante, ce n'est pas avec le compost qu'on va booster la vie du sol parce que la partie qui va être minéralisée est quand même assez réduite. Je tiens aussi à préciser, on profite de ce schéma pour le faire, que toute forme de compostage, le compostage est une forme de stabilisation de la matière organique. Donc, concernant la deuxième question qui était dans le sondage, non, ce n'est pas vrai que le fait de composter rend l'azote plus disponible. Au contraire, il le rend moins disponible. L'importance de faire des analyses d'effluents d'élevage. Pourquoi? Parce que les effluents ne sont pas tous pareils. Même à même nom, on dit un lisier, on dit un fumier de bovin. Et ben, les caractéristiques et surtout les effets qu'ils peuvent avoir une fois épandus sont très variables et dépendent de leur composition. Donc, il n'est pas nécessaire, comme on fait des analyses de sol, de refaire régulièrement des analyses d'effluents. Mais quand on a des façons de travailler qui sont plutôt en régime de croisière, c'est bien de faire des analyses parce que ça permet de bien comprendre le produit avec lequel on travaille et vraiment d'affiner son utilisation et de l'optimiser. Parce que quand on a un produit et qu'on l'apporte au sol, l'effet de l'azote de cet effluent, que l'azote présent dans cet effluent va avoir sur les cultures dépend en fait de deux paramètres très importants. Le premier, c'est la stabilité à la dégradation. Ça veut dire la vitesse à laquelle l'effluent d'élevage sera dégradé dans le sol. Si on veut, on peut analyser aussi ce paramètre-là. C'est une analyse qui est assez chère. Et dans ce cas, on demande une analyse de l'ISMO, index de stabilité de la matière organique. Et le deuxième paramètre, vous connaissez tous évidemment, c'est le rapport C sur N de l'effluent, la quantité d'azote par rapport à la quantité de carbone. On commence avec le premier paramètre, la vitesse de dégradation, la digestion, à quelle vitesse le produit va être digéré. On a ici différentes sortes d'effluents d'élevage. On a un compost de bovin, deux sortes différentes de fumée de bovin, même nom, on va voir caractéristiques différentes.
Et des matières végétales, dans ce cas, il s'agissait d'un bon couvert qui avait bien poussé. On va voir après ses caractéristiques. Donc, on voit tout de suite que les matières végétales, ce gros couvert, il est digéré très vite. Il a une courbe, là, dans cette partie en ordonnée, vous avez la libération de CO2 qui a une mesure de la digestion, de la vitesse de digestion de la matière organique. Donc, la partie végétale, elle est digérée très vite. C'est de la matière qui n'a jamais été, digérée par les micro-organismes. Donc, tout est là, tout est prêt. C'est une belle assiette toute pleine de nourriture. Le compost en bleu, vous voyez bien qu'il bouge très peu parce que la digestion a déjà été faite. Le travail a déjà été fait. Et vous voyez les deux fumiers qui, déjà au niveau de la rapidité de digestion, ne se comportent pas tout à fait de la même manière. Ils sont, on va dire, ils sont dégradés, bien sûr, mais avec des vitesses différentes. Mais ce qui est important à retenir, c'est pas parce qu'un produit se minéralise vite et qui se dégrade vite, qui va vite apporter de grosses quantités d'azote. Au contraire, regardons la diapositive suivante. On a toujours ici notre matière végétale. Vous vous rappelez, c'est quelque chose qui se dégrade très vite. Eh bien, elle aura besoin pour se dégrader de prélever de l'azote minéral dans le sol. Donc, ça va générer ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc, c'est un produit qu'il faut surtout pas mettre dans le sol juste avant l'implantation d'une culture qui a un besoin important et rapide d'azote. Après, on va regarder le compost. Le compost, on a dit, il ne minéralise pas très vite et on voit qu'à la fois, il ne génère pas d'azote disponible pour les cultures, mais il ne va pas non plus en prélever. Donc, c'est un comportement un peu neutre. D'autre part, on l'a dit tout à l'heure, ça va avoir plutôt une efficacité sur la fertilité physique du sol et non pas sur la partie vie ni sur la partie fertilisation chimique. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce graphique, c'est le comportement des deux fumiers. Ici, on a le fumier qui est minéralisé un peu plus vite, qui va générer de l'azote pour la culture assez rapidement. Donc, c'est un produit qu'on peut aisément mettre juste avant l'implantation d'un maïs, par exemple au printemps. Par contre, ici, on a un fumier qui va lui aussi générer une fin d'azote. Donc, ce produit, on ne pourra pas, ça serait pas, ça ne serait pas intéressant de l'épandre juste avant un maïs. Au contraire, il faudrait le mettre à l'automne parce que ce n'est pas un défaut de prélever de l'azote du sol. Mais il faut le faire au bon moment, par exemple en entrée-hiver. Il peut contribuer à la captation de l'azote qu'autrement pourrait être perdu pendant le lessivage hivernal. Donc, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas de bon produit, tout dépend de l'objectif qu'on se donne. Et surtout, si on connaît le produit, on peut le positionner au bon endroit pour vraiment optimiser au maximum ses qualités et réduire au minimum ses défauts. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, c'est le rapport C/N, la quantité d'azote par rapport au carbone. Quand le rapport C/N est faible, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote par rapport au carbone. Ça veut dire que la digestion des produits qui ont cette caractéristique va libérer de l'azote. Quand le rapport C/N est très élevé, ça veut dire qu'il y a trop de carbone par rapport à l'azote. Ça génère donc de la fin d'azote pendant la phase de digestion. Et après, on a la situation intermédiaire dans lesquelles... on va dire entre 8 et 10 à peu près, c'est un comportement un peu neutre. D'où l'intérêt donc de faire des analyses des effluents d'élevage. Peut-être ça n'a pas vraiment d'intérêt de les faire sous des composts. Par contre, des produits frais et qui ont une certaine dynamique de minéralisation, qui sont digérés très vite, on voit bien la différence que ça peut faire. Donc, sur ces produits-là, j'estime que c'est important de faire une analyse, et notamment de faire une analyse du rapport C/N. Mais on n'a pas que l'azote, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi le phosphore et la potasse. On a ici différentes sortes, les typologies les plus classiques d'effluents d'élevage, les fumiers non compostés, le compost, le lisier et les fientes de volaille. Alors, le compost, c'est un produit qui est déjà plus concentré en matière sèche et de ce fait aussi plus riche en tous les éléments nutritifs.
c'est aussi un produit qui a un rapport C/N qui est toujours plus faible par rapport au produit d'origine. Donc, quand on a un effluent d'élevage qui est très élevé en C/N, une manière de réduire le problème lié à la fin d'azote est celui de composter. Le compostage baisse toujours le rapport C/N. On a le lisier. Le lisier est très peu concentré, c'est très aqueux, et de ce fait, donc, par rapport à la matière brute, la concentration des éléments nutritifs est plus faible. L'azote, il est moins concentré. Par contre, tout ce qui est, on a vu qu'il y a une grosse partie de l'azote qui est présente dans le lisier qui est sous forme directement disponible. Rapport C/N de 10 optimal, donc libération d'azote et mise à disposition pour la culture suivante. Effet fertilité chimique. Fiente de volaille, c'est un vrai engrais en fait. C'est plus de 50% de matière sèche, riche pour les trois éléments fertilisants et avec un rapport C/N extrêmement favorable avec forte libération d'azote. On a parlé beaucoup de la disponibilité de l'azote. Ça dépend s'il est présent en forme minérale, la quantité d'azote qui est présente et qui sera minéralisée, qui est en forme organique et qui sera minéralisée. Donc, on a dit, ça dépend du produit de départ. Ça dépend aussi de l'époque d'épandage. Ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est-à-dire que le même produit, si on le distribue à l'automne, il va aller plutôt du côté humification, stabilisation de la matière organique. Si on le distribue au printemps, il va aller plutôt du côté de la minéralisation. Donc, il y a des différences entre produits concernant les différentes proportions de l'azote dans l'effluent, mais il y a aussi une différence qui est liée à l'époque d'épandage. Donc, si on revient à ce tableau, l'azote, la libération et la mise à disposition dépend de plein de facteurs. Par contre, on dit que pour le phosphore, le 80 à 100% du phosphore présent dans le produit épandu sont disponibles l'année de l'épandage. Donc, c'est une mise à disposition qui est très efficace et très élevée. Pour la potasse, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le 100%. Le 100% de la potasse qui se trouve dans l'effluent d'élevage, s'il n'a pas été perdu sous la pluie, dans le tas de fumier pendant l'hiver, se retrouve dans le sol suite à l'épandage. Maintenant, on prend un cas pratique, un cas réel. On a 3 sortes différentes de fumier et un lisier, un compost et de fumier frais. On voit ce qu'on a dit. Le compost, il a un rapport C/N plus faible par rapport au produit d'origine. Le lisier, un C/N très favorable, avec une grosse disponibilité d'azote sous forme ammoniacale déjà dans le produit à l'origine. Et le deuxième, en forme minérale, c'est le fumier. Le compost, on a très, très peu. On répète là les mêmes choses qu'on a dit tout à l'heure. Imaginons de mettre, c'est des quantités qui sont de façon assez fréquente, distribuées sur les parcelles. Donc, 20 tonnes par hectare de matière brute, de produits, de ces 3 produits-là, et 30 mètres cubes de lisier de bovin. Alors, il n'y a pas que l'azote dans le lait, il n'y a pas que le phosphore et la potasse. On peut avoir aussi un objectif d'augmenter le taux de matière organique dans le sol. Ça peut être un objectif dans certaines parcelles, justement pour améliorer le côté structure, fertilité physique. Dans ce cas, les meilleurs produits pour obtenir cet objectif-là sont le compost de fumier de bovin, c'est le meilleur en absolu, et le fumier de bovin sur litière accumulée. Les deux vont avoir un coefficient humique plus élevé et ils vont contribuer à monter le taux de matière organique dans le sol, chose qu'on n'attend pas d'apport des lisiers et des fumiers frais, qui vont plutôt être digérés rapidement. Imaginons donc de faire des apports de cette taille, de cette quantité de produits sur le blé. Alors, si j'apporte ces 20 tonnes par hectare de fumier et de compost de fumier, je vais avoir un effet réel mesuré sur le blé comme si j'avais apporté à peu près 10 unités d'azote. Il n'y a pas de grosse différence. À peu près 10 unités d'azote, ça correspond à 10 unités d'azote minéral efficace apportées au blé. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, pourquoi? Premièrement, parce qu'on le distribue à l'automne. Donc, il y a eu certainement des pertes pendant l'hiver à cause du lessivage. Deuxièmement, parce qu'on a apporté à l'automne, et on l'a dit tout à l'heure, les apports à l'automne vont aller plutôt vers l'humification que vers la minéralisation.
D'autant plus que le blé, jusqu'au printemps, ne va pas prélever beaucoup d'azote minéral. Donc, on va vraiment pas profiter beaucoup de ces apports-là. Par contre, si on apporte de lisier de bovin, 30 mètres cubes au printemps, là, on peut compter sur un effet d'à peu près 50 unités d'azote comme de l'ammonitrate, 50 unités d'azote minéral. Le maïs, la première chose qui saute aux yeux, c'est tout de suite que même avec les mêmes produits, même avec les mêmes produits, on a tout de suite une meilleure valorisation de l'azote. Parce que on n'est pas en printemps, donc en pleine minéralisation, et qu'il n'y a pas de lessivage pendant l'hiver, le maïs, il va en profiter au maximum. Il est là, il pousse, et ses besoins correspondent parfaitement à la courbe de minéralisation de la matière organique. Donc, c'est la culture qui valorise le mieux les apports d'effluents d'élevage. Et on termine avec la prairie. La prairie valorise un peu mieux que le blé les apports de fumier à l'automne ou de compost de fumier, juste parce qu'elle est déjà implantée. Donc, il y a une consommation qui se fait de toute manière un peu, même pendant l'hiver. Il y a un peu moins de lessivage, donc. Mais même dans le cas des apports d'automne ou de printemps, pour les lisiers de bovin, toujours l'apport de printemps qui garantit une meilleure efficacité. Les besoins. En blé, en fonction du rendement, j'ai pris 80 quintaux, j'ai variété gourmande. 240 unités d'azote en besoin, on voit bien qu'on est loin de pouvoir les avoir avec n'importe quel produit. Et la même chose pour le maïs. Donc, comment on peut faire? Si on veut économiser sur l'azote minéral, ce qui est le cas, je pense, de plus en plus en ce moment, il y a deux leviers que je vois facilement, qu'on peut facilement mettre en place, c'est-à-dire apporter de l'azote dans le système via les légumineuses. Et donc, positionner le blé derrière une culture qui apporte de l'azote, par exemple une prairie de légumineuses, une févrole, un pois, une légumineuse en général, ça va apporter beaucoup d'azote et ça va donc, dans le bilan, réduire les besoins en fertilisation minérale. Le deuxième levier, c'est éviter les gaspillages. Et il y a des travaux de Arvalis qui montrent clairement, très clairement, que même pour un blé semé à l'automne, une interculture courte entre, par exemple, le colza et le blé apporte une amélioration du bilan azoté pour le blé. Donc, on peut considérer qu'une interculture courte n'est pas intéressante, mais en réalité, il y a des travaux qui montrent qu'on peut apporter de l'azote même avec une interculture courte, notamment très bien chargée en légumineuses. Pour le maïs, ce n'est pas la peine de s'étaler, on sait très bien une interculture à base de légumineuses va faire l'affaire, ça va apporter plein d'azote. Et pour les prairies, je ne veux pas trop en parler maintenant, je vais laisser place aux questions s'il y en aura, parce qu'après les prairies, il peut y avoir des légumineuses déjà dedans. Avec la fertilisation minérale azotée, on sait qu'on a un effet sur la proportion légumineuse et graminées. Et maintenant, on va parler phosphore et potasse. Donc, on a dit pour le phosphore, 80 à 100% du phosphore qui est présent va être restitué à la culture en place dans l'année d'épandage. Et pour la potasse, c'est 100%. Donc, j'ai voulu être pessimiste, j'ai mis 80% pour le phosphore et 100% pour la potasse. On voit tout de suite que le compost de fumier et le fumier de bovin de litière apportent vraiment énormément, beaucoup de phosphore et de potasse. Et beaucoup moins, évidemment, les produits plus dilués ou alors avec moins de paille. Les besoins, je mets les prairies aussi. On compte à peu près 50 unités de phosphore pour les 3 cultures que j'ai mis là. Et en gros, en disant que les 2 produits fumier et compost de fumier sont largement suffisants pour, pas largement, sont suffisants pour satisfaire les besoins. Peut-être qu'on n'y est pas trop avec le lisier et le fumier. Et concernant la potasse, alors on y est pour le blé. On y est pour le maïs. Le maïs, 142, j'ai mis 12 tonnes de matière sèche de rendement. On y est avec le compost et le fumier. Par contre, quand on met le lisier ou le fumier de bovin, on n'a pas vraiment satisfait entièrement les besoins de l'année de la plante. Pour les prairies de sang, c'est en réalité très gourmand. Donc, les apports de fumier ou de compost de fumier sont suffisants. Si on résume un peu ce qu'on vient de dire là sur les dernières diapositives, on voit bien qu'il y a 2 produits qui ont plutôt un effet azote.
fumier de mou de bovin et lisier de bovin, et deux produits qui vont avoir plutôt un effet phosphore et potasse. Donc, ces deux produits-là sont en fait complémentaires, et quand on a par exemple une prairie riche en légumineuses, justement, ça peut être intéressant d'utiliser des produits qui n'ont pas trop d'azote efficace, mais qui soutiennent la production par le phosphore et la potasse, pour ne pas écraser un peu les légumineuses, pour ne pas les empêcher de se développer avec avec un apport d'azote qui peut plutôt favoriser les graminées par rapport aux légumineuses. On est presque à la fin. On va regarder maintenant les pertes et comment on peut faire pour les éviter. On revient au schéma initial et on voit que la première source de perte, c'est la perte par volatilisation de cet ammoniac. La deuxième source de perte, c'est la perte par volatilisation sous forme d'oxyde d'azote. Et la troisième source de perte, c'est celle qui arrive au champ quand on fait lessiver, quand on perd de l'azote par lessivage, parce qu'on a distribué un produit trop tôt en saison et qu'on a laissé donc partir les nitrates qui se sont produits pendant les transformations qui arrivent dans le sol. Cet azote, ce nitrate n'est pas retenu pendant l'hiver. Les fortes pluies peuvent l'entraîner dans les nappes phréatiques par lessivage. Ces trois formes d'azote, donc les deux gaz à effet de serre, ça pollution de la nappe. Donc les trois, c'est mauvais d'un point de vue environnementale. Les pertes donc, sont mauvaises d'un point de vue environnemental et sont mauvaises pour le portefeuille, le porte-monnaie de l'agriculteur. Donc, tout le monde a intérêt à réduire ses pertes. Je souligne ici que les pertes sont d'autant plus importantes qu'on a ces deux composantes. L'azote minéral, surtout, déjà sous forme minérale, et l'azote qui minéralise vite. Donc, plus les produits sont riches dans ces deux composantes, et plus les risques de perte par volatilisation et par lessivage sont importants. Là, ce sont un peu les mêmes choses que je vous ai déjà dit. Mais c'est juste pour dire que, en fonction du produit, les points de vigilance sur les pertes ne sont pas au même endroit. Pour le lisier, le point de vigilance, c'est l'épandage. Il y a beaucoup d'azote qui est sous forme déjà ammoniacale. Donc, attention à l'épandage, risque de perte élevé. Le compost n'a plus d'azote minéral. Et pourquoi il n'a plus? Deux possibilités. Soit on a bien travaillé, on a réussi à l'intégrer dans l'azote sous forme organique complexe, mais forcément, il y a eu des pertes plus ou moins fortes et tout l'azote qui était sous forme minérale, il est parti par volatilisation. Donc, c'est pour ça que quand on souhaite composter un produit, il est hyper important d'être vigilant sur le compostage si on souhaite réduire les pertes d'azote. Comment faire pour réduire les pertes d'azote au compostage? Partir d'un produit, d'un effluent d'élevage avec un rapport C/N supérieur à 25 pour avoir suffisamment de carbone qui puisse capter, réorganiser l'azote minéral qui sera disponible au fur et à mesure que les évolutions de la matière organique ont lieu. Le meilleur support, c'est la paille, parce que c'est du carbone qui évolue à la même vitesse que les fesses et les urines des animaux. Donc, tout évolue et l'azote, il est capté. On a de plus en plus de copeaux de bois pour faire les litières. J'ai cherché des résultats en littérature et effectivement, il faudrait un C/N de 60 pour avoir suffisamment d'azote, de carbone qui évolue pour capter l'azote qui est mis à disposition. Donc, beaucoup de copeaux par rapport à l'azote, par rapport aux fesses et aux urines pour pouvoir capter l'azote qui se libère. La température du tas, évidemment, c'est de la volatilisation, donc de l'évaporation. Donc, plus la température est élevée, plus on a de l'évaporation. Le compostage, c'est une montée en température, même deux montées en température. Il faut limiter au maximum le temps de dépassement de ces 45 degrés. Et comment on fait on préconise, en fait, après les retournements qui sont indispensables pour homogénéiser l'ensemble du tas et faire en sorte que tout le tas évolue et qu'il n'y ait pas des zones d'anoxie ou des zones qui n'évoluent pas suffisamment correctement, il faut un peu retasser le tas. Donc, cela permet de réduire la quantité d'oxygène. C'est l'oxygène qui fait flamber, comme le poêle quand on ouvre l'air.
Mais c'est aussi important parce que ça réduit le dessèchement du tas. Et un tas sec et un tas aéré, soufflé, sont les situations vraiment de favorisation de perte d'azote par volatilisation. Donc, humidité optimale du tas, 50 à 70%, plus de 70% anoxie, fermentation, production d'oxyde d'azote. Et trop sec, perte par volatilisation aussi. Retourner le moins possible, on dit 2 fois, il faut assainir le tas, donc il faut monter en température pour assainir au niveau des pathogènes, mais aussi, surtout, au niveau des grains des adventices, mais pas plus, parce qu'à chaque fois qu'on retourne, ça déclenche de la volatilisation et donc des pertes. Il y a des entreprises qui vendent des produits pour réduire ces pertes, notamment des produits d'acidification des lisiers. La plupart des effluents d'élevage sont basiques. Et en fait, l'équilibre acido-basique fait qu'on a plus d'ammoniac que d'ammonium. L'ammonium, il reste et l'ammoniac, elle part. Donc, si on acidifie les effluents, on baisse la quantité d'ammoniac et donc potentiellement de perte par volatilisation. Pour les litières en copeaux de bois, soit on met vraiment beaucoup de copeaux par rapport aux fesses et aux urines, soit on rajoute de la mélasse pour avoir du carbone qui évolue et qui capte l'azote qui se libère. Et enfin, on peut aussi rajouter de l'argile. Ça fait la même chose que ça fait dans les sols. C'est une CEC, donc ça va capter l'ammoniac qui est chargé positivement, qui va être bloqué sur l'argile. On est presque à la fin, mais j'ai cette diapo qui est assez importante parce que tout le monde sait qu'on peut avoir beaucoup de pertes au moment de l'épandage et d'autant plus que le produit est riche en azote déjà sous forme minérale, donc lisier et digestat liquide, sous forme liquide. Ici, on a le taux de perte. Imaginons que 12 palettes sur sol non travaillé, c'est le top, c'est le 100% des pertes. Imaginons que c'est la référence des pertes, la modalité qui assure le plus de pertes. Et on compare les autres modalités d'épandage ou d'enfouissement des effluents d'élevage par rapport à cette modalité. Rien que de travailler le sol avant épandage permet de baisser d'environ 35% les pertes par volatilisation. Le travail du sol, et notamment les labours et les outils qui permettent vraiment de mélanger les effluents avec la terre, donc cover crop et rotavateur, baissent jusqu'à 80-90% les pertes. C'est très, très élevé comme réduction. Alors que les déchômages à dents, et notamment les déchômages à doigts, bien sûr, réduisent les pertes, mais ils ne sont pas si efficaces parce que le mélange terre-effluent est moins réussi, moins bien fait. Quant à la profondeur de travail du sol, il n'est pas nécessaire vraiment de descendre à 35. 10 cm sont suffisants. 5 à 3, on a une baisse des pertes par volatilisation, mais c'est bien moins efficace. Un exemple pratique, juste pour mettre des chiffres sur ces grands principes. Un lisier qui est à 2,7 kg d'azote par mètre cube, si je mets nos 30 mètres cubes et que j'ai 40% sous forme minérale, je perds 30 unités d'azote. Si à la place du lisier, j'ai du digestat liquide qui est plus riche en azote et dans une proportion plus élevée et sous forme déjà ammoniacale, je peux arriver à 70 unités d'azote qui sont perdues au moment de l'épandage si je reste sur une modalité 12 palettes plus sol non travaillé en surface. Je termine cette présentation avec les pertes qui peuvent avoir lieu au champ, donc sur les tas qui ne sont pas protégés. On peut avoir des pertes par lessivage de l'ammoniac qui, par contre, vont être attrapés quand même assez bien dans le sol parce qu'on a dit il y a l'argile qui l'attrape, mais c'est tout concentré sur le tas, donc il ne va pas être distribué dans la parcelle. Et par contre, très important aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais sur l'état de fumée, on peut perdre aussi beaucoup de potasse et on a vu l'importance que ça peut avoir pour certaines productions et l'apport de potasse des fumées et des composts aussi. Parce que je répète, 100% de la potasse qui se trouve dans les fluents est disponible à l'année de l'apport. Attention au sol aussi, attention au moment d'épandage.
épandre des produits riches en azote minéral au plus près des besoins de la plante et au pire au printemps. Conclusion. Première chose, un sol fertile est un sol riche en éléments nutritifs, vivant et structuré. On a vu que les différents produits agissent plus ou moins sur les différentes sortes de fertilité. Donc, l'idéal, c'est de diversifier les apports. Ne pas faire toujours les mêmes apports sur les mêmes parcelles. Pour des questions de praticité, je comprends que ça puisse être intéressant, mais en réalité, les apports sont complémentaires. Les actions sont complémentaires. Diversifier les apports, c'est une très, très bonne pratique pour améliorer la fertilité du sol. Et faire des analyses des effluents d'élevage pour en optimiser l'utilisation en fonction des objectifs. Alors, les composts vont agir surtout sur la fertilité physique, structure du sol, et ils apportent du phosphore et de la potasse. Les lisiers vont plutôt apporter de l'azote, facilement disponible, donc fertilité chimique, et attention aux pertes à l'épandage. Je conclus en vous disant que si vous voulez échanger avec moi au sujet de la valorisation des effluents d'élevage, je serai présente sur le salon Tech et Bio qui aura lieu le 29 et le 30 juin à Com au GAEC 2000. Et d'ailleurs, je vous invite à ce salon qui n'est pas réservé uniquement aux agriculteurs biologiques parce qu'il y a plein de techniques. Au contraire, c'est fait pour diffuser des techniques intéressantes à l'ensemble des exploitants agricoles. Donc, venez me voir, qu'on puisse échanger de tête à tête, mais aussi, on peut échanger maintenant. Merci pour votre attention et place aux questions. Bravo, Marianela. C'est très, très, très belle prestation. En plus, tu invites les gens à venir te voir. C'est très bien, très, très bien dans la communication, Marianela. Merci à toi. Alors, je manque à tous mes devoirs parce que je ne t'ai pas présenté, Marianela, mais je pense que tout le monde te connaît maintenant. Mais tout le monde a bien compris que tu avais plutôt un profil de culture et agronomie. Mais dans tes poches aussi, tu t'occupes de l'équipe bio de Littoral Normand et tu es la référente bio aussi également. Voilà, avec mes excuses pour cette petite oubli. Je ne t'ai pas demandé les résultats des sondages, ça m'intéresse. Oui, alors je te donne les résultats de sondage, effectivement. Donc, il y a 100%. Alors, composter le fumier permet de rendre l'azote plus disponible, c'est 100% de vrai. Non! Oh, j'espère que vous avez bien compris maintenant que c'est exactement le contraire. Ah, super. Malheureusement, il va falloir revoir le replay qui va être disponible sur la chaîne YouTube et aussi sur le lien que vous allez recevoir. Bien, ouais. Au moins, ça sert de quelque chose. Et puis le deuxième, pour augmenter le taux de matière organique du sol, il faut apporter beaucoup de lisier et c'est 100% de faux. Ah bah bien aussi, alors, parce que c'est vrai que c'est faux. Donc, quelques notions de base qui sont bien intégrées de toute façon et quelques préjugés qui a cassé. Bien, c'est contente. Alors, petite question. Alors, Dan-Marie, avec quoi couvrir les tas de fumier pour le compost? Le fait de tasser le tas diminue de combien la perte d'azote? Je n'ai pas de chiffres sur la réduction des pertes, mais c'est pas tasser, retirer tout l'oxygène qui est à l'intérieur, c'est juste éviter qu'il soit trop soufflé. Ça va jouer en pourcentage par rapport aux pertes. Honnêtement, j'ai pas des chiffres, je peux pas répondre. Par contre, par rapport à la couverture du tas, on peut utiliser de géotextile ou alors il y en a, je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y en a qui courent avec de la paille. Ils recouvrent, ils font une chaumière par-dessus le tas de fumée. Ça fait couler l'eau à côté, donc et ça permet quand même au tas de respirer. D'accord, merci Madeleine. J'espère qu'on a répondu à la question. Anne-Marie, il y a une autre question. Quid du digestat? Alors le digestat, j'attendais un peu cette question, donc parce que j'en ai pas parlé, parce que c'est une question qui est un peu complexe, on va dire. Donc j'ai préparé quelques données. Ah. J'ai préparé quelques données. C'est-à-dire que... Alors, il faut que je zoome un petit peu, Manela, peut-être. Donc, les digestats. En fait, les digestats en phase liquide, on peut les épandre bruts ou alors on peut les séparer et avoir le côté liquide et le côté solide. Et les deux produits sont complètement différents. La partie liquide, elle est très, très riche en azote minéral, donc efficacité, évidemment, fertilité chimique très, très élevée, très élevée.
Mais d'un point de vue du bilan humique, ça n'apporte strictement rien. Et au niveau de la vie du sol, c'est vraiment comme mettre de la fertilisation chimique. Par contre, le produit solide qui est séparé de la partie liquide, il peut être lui aussi composté ensuite. Et là, on obtient un produit qui est extrêmement stable. Donc, il va avoir uniquement une efficacité sur la fertilité physique. Mais la méthanisation, c'est un procédé très efficace. Et donc, au final, de la quantité de matière organique qu'on a initialement, on va obtenir très, très peu de matière organique stable. Donc, on a beaucoup plus de pertes, en fait, au niveau de l'humification. Et si on a comme objectif d'augmenter le taux de matière organique du sol, il vaut mieux composter que méthaniser. Après, ce qui m'intéresse aussi de montrer, c'est la différence entre un digestat de lisier bovin et un lisier bovin. C'est que le rapport C/N dans les deux cas est faible, mais le pH est plus élevé dans le digestat bovin, dans le digestat de lisier. Donc, attention aux pertes par volatilisation qui vont être encore plus importantes. D'autant plus qu'on a 60% d'azote sous forme minérale. Donc, plus le pH est élevé, plus l'azote est sous forme minérale, plus je vais avoir des pertes. Donc, par rapport à un fumier pailleux, on voit bien les différences sont importantes. J'attire l'attention aussi, en fait, l'azote, le phosphore et la potasse, quand on fait de la méthanisation, on ne perd rien. C'est clair qu'on ne perd rien. On garde tout ce qu'il y avait au départ. Avec une quantité plus élevée entre le lisier et le digestat d'azote sous forme minérale, un rapport C/N qui baisse, donc un azote qui est encore plus disponible, mais un pH qui monte. Donc ça, c'est un problème. Peut-être que ça peut être intéressant dans ce cas-là d'acidifier pour limiter la volatilisation et une perte importante aussi de matière sèche. Moi, j'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense que c'était bien complet là, Manaïla. On est bien. Petite dernière. Quelle est la disponibilité du soufre dans les effluents d'élevage? Alors, le soufre, il se comporte comme l'azote quelque part. Donc, en gros, quand on fait des apports réguliers de fumier et de fumier composté dans les parcelles, normalement, il n'y a pas de problème de carence de soufre, qui est d'ailleurs très important, un facteur de production très limitant. Ça peut être limitant pour tout ce qui est fourragé, donc les prairies, le maïs, le colza aussi a beaucoup besoin de soufre. Donc, parfois, on sous-estime. Donc, si l'hiver n'a pas été très pluvieux, c'est la même chose que les nitrates, les sulfates. Donc, si l'hiver n'a pas été très pluvieux et qu'on apporte régulièrement de la matière organique, des effluents d'élevage sur les parcelles, il n'y a pas à craindre de manque, de carence de soufre. Par contre, les parcelles qui sont souvent les parcelles les plus éloignées, qui ont moins d'apport de matière organique, derrière un hiver effectivement très pluvieux, on peut avoir ces carences-là même dans le cas d'apport d'effluents. Donc, voilà, et pour faire les analyses d'ailleurs, il faudrait faire, ça se fait au même moment que le reliquat sorti hiver. Donc, on fait une analyse en demandant plus de reliquat d'azote et de reliquat de soufre. Donc, pour répondre, dans les effluents, il y a suffisamment de soufre. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le perdre pendant l'hiver à cause du lessivage. Très bien. Manaïla, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, évidemment, je le dis à chaque fois, mais si vous avez des questions qui vous viennent encore à l'issue de cette conférence, n'hésitez pas à prendre contact avec Manaïla via le service client. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Ah, j'entends. Non, je croyais que c'était une question qui revenait. On aurait pu prendre le temps d'y répondre. Alors, encore merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. N'hésitez pas à continuer l'aventure avec nous. Ça continue. Alors, il y a encore un sujet aujourd'hui qui va débuter à 13h30. Donc, on va parler de la nouvelle réglementation, notamment sur les produits phytosanitaires, avec Olivier Leray. Donc, vous pouvez nous rejoindre à cette prochaine séance. Et sinon, éventuellement dans la semaine. Voilà, merci Manaïla, merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.